Bienvenue à toi. Alors si tu as été victime d'abus sexuels, d'inceste, bah, tu connais les conséquences que ça a hein, aujourd'hui dans ta vie. Comment se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. Comment sortir des griffes de son passé. Comment transformer, moi je la compare à cette glu qui colle à la peau et à l'âme. Comment mettre de l'or sur les cicatrices qui peuvent être si douloureuses après tant d'années. Avant d'accueillir mon invité aujourd'hui, Anya Tsai, je vais juste me présenter à toi. Moi, je suis Thomas Marcilly, psychopraticien, et je dédie aussi un accompagnement spécialisé sur la question des traumas liés aux abus sexuels, à l'inceste et aux souffrances familiales qui se répètent. Et puis, bah, c'est dans le cadre de l'école pour la relation que j'ai créée il y a quelques années que je te retrouve aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de te présenter Anya Tsai qui dédie aussi un accompagnement spécialisé pour les victimes de violences sexuelles. Elle est l'auteure du livre L'or de nos cicatrices et on va parler d'un thème phare et fort, la résilience. La résilience, ben, juste que j'en dise quelques mots avant vraiment de laisser l'espace à Anya, pour moi c'est vraiment grandir après un événement traumatique. La résilience c'est rebondir, c'est croître après la souffrance. Avez-vous l'image en tête de cette fleur qui pousse au travers du bitume? Eh bien pour moi, c'est une des images de la résilience. C'est la vie envers et contre tout. Je te souhaite la bienvenue, Anya. Merci Thomas pour l'invitation. Je suis ravie d'être là parmi toi et parmi tous ceux qui nous écoutent. Hmm. Oui, tu es dans l'énergie en ce moment de la diffusion hein, après la publication de ton livre. Bah, j'imagine que c'est un énorme pas déjà par rapport à ton histoire, par rapport à ton vécu, dans la libération de ta parole d'une manière très concrète. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien Thomas, merci. Non, je vais dire que j'ai aujourd'hui la chance d'avoir une renaissance dans ma vie. Donc j'ai une Hmm. seconde vie dans ma vie et je suis heureuse de pouvoir partager et transmettre tout ce que j'ai appris lors de ma première vie, on va dire, Ouais. voilà, aux personnes qui passent par ces épreuves, notamment des violences sexuelles, hein, qui est notre thème commun, tous les deux. Hmm. Et c'est un parcours voilà, de résilience que je connais aussi pour l'avoir traversé. Et voilà, c'est par rapport, c'est vrai, au livre que je viens de sortir, moi je lui montrais aussi en couverture, Oui, mais oui, c'est oui, vrai que hmm. voilà, la couverture dit lors de nos cicatrices, en fait, c'est un chemin vers un voyage intérieur, en fait, un Ouais, voyage alchimique, je dirais, ou comme tu l'as très bien dit dans ta ouais, présentation, où on applique de l'or sur nos cicatrices. Et voilà, j'ai même des petites lignes en or dessus. Et c'est vrai que c'est une métaphore qui me parle énormément, en fait. Comment renaître de ses cendres, comment ouais. sublimer ses blessures et faire de ces épreuves une force, en fait, pour Hmm. avancer. Ouais. Donc avant qu'on rentre vraiment dans ton histoire, même si on est au-delà de l'histoire justement grâce à ton livre, mais juste que les personnes puissent avoir un petit récit, j'aimerais que tu puisses nous partager bah, quel a été le point de départ de tout ça, le déclencheur pour toi pour sortir du silence et entreprendre ton chemin de résilience. Est-ce que tu te souviens de ce moment, ou de ces moments peut-être, où la transformation était opérante pour toi? Oui, tout à fait, ça remonte à il y a 6 ans en fait, Ouais, où j'ai commencé à tomber dans le monde du développement personnel. Avant, ça ouais. m'était vraiment étranger. Voilà, pour situer dans le contexte, moi j'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai vécu un viol dans mon enfance, donc j'avais 15 ans, et ça remonte donc à 27 ans. Et moi, dans mon cas, j'ai gardé le silence pendant une vingtaine d'années. Donc, moi, j'ai pas eu d'amnésie traumatique dans mon cas, mais moi, j'étais dans le déni de cette réalité. J'ai beaucoup minimisé les faits et j'ai choisi de me taire. Je ne vais pas faire souffrir non plus mes proches, mes parents. Puis à l'époque, je pensais que je pouvais en fait contrôler mon passé. Le fait de ne pas en parler, c'était une façon de ne pas laisser cette réalité exister dans ma vie. Pour moi, c'était tellement intolérable que je me suis dit, ben voilà, en n'en parlant pas, je lui donne pas de pouvoir sur ma vie. Et c'est une façon de pouvoir oublier, comme un chagrin d'amour, Hmm. on va dire, avec le temps, ça va s'effacer. Donc, ça ne marche pas comme ça. J'ai essayé 20 ans, en tout cas, ça n'a pas Ouais. marché pour moi. Hmm. Donc, en fait, ma première vie, voilà, j'ai quand même avancé dans ma vie. J'ai construit des choses. Je me suis mariée, j'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants, etc. J'ai eu un travail. Donc, dans mon cas, ça m'a apporté beaucoup de stabilité. Mais en fait, il s'est avéré que, voilà, il y a 6 ans, j'étais dans une situation où je ressentais une sensation de vide intérieur. C'est-à-dire, pourtant, j'avais tout pour être heureuse. Donc, j'avais, voilà, un mari parfait avec des enfants parfaits. J'avais un appartement à Paris, j'avais un boulot voilà, qui marchait. En fait, j'avais tout pour être heureuse, mais au fond de moi, je me sentais, il manquait du sens à ma vie, où je me sentais un peu vide, et pourtant, je ne comprenais pas pourquoi. Après, dans mon cas, c'est pas une chose en particulier qui fait que
je me suis dit, tiens, je vais parler. C'est l'accumulation de plein de choses dans ma vie, on va dire. C'est comme si tu veux une cocotte minute un peu, qui est trop remplie, poum, ça explose. Mais dans mon cas, c'est-à-dire moi, j'ai une série de décès dans ma famille. En l'espace de 6 ans, j'ai perdu 5 membres de ma famille, notamment parmi les membres, donc c'est des familles très très proches. Tous du côté de ma mère, j'ai perdu ma jeune cousine, donc ma cousine Germaine, qui avait 15 ans. Elle est décédée des suites d'une leucémie. Et en fait, c'est un âge où, du coup, ça a renvoyé en miroir ma propre souffrance, on va dire, mon trauma. Moi, j'avais aussi 15 ans, moi, c'était pas. Donc, c'était des violences sexuelles, elle, c'était une maladie. Et je me suis dit, mais pourquoi, à 15 ans, elle est décédée? Et pourquoi moi, à 15 ans, je suis en vie. Enfin, voilà, pourquoi elle et pourquoi pas moi? Enfin, je me suis posé des questions existentielles comme ça. Ouais. Et tu sais, comme chaque année, j'avais un décès, je me dis, mais quand même, c'est étrange, il y a une malédiction là, c'est pas possible. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et donc, chaque année, j'avais un parcours de reconstruction et de résilience. Et c'est vrai que ce décès-là, parmi les 5 décès, ça m'a beaucoup questionné. Après, dans mon cas, je travaillais en couple avec mon ex-mari, voilà. Et enfin, voilà, je trouvais plus de sens à ce travail. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Voilà, j'étais moins motivée. Après, j'avais des problèmes de couple aussi, donc voilà, ça n'a peut-être pas aidé aussi de travailler en Ouais. couple. Et j'ai commencé, j'ai fait un début de burn-out aussi au travail. Donc c'est plein de choses. Donc je ne vais pas dire que c'est quelque chose en particulier, c'est Bien sûr. l'accumulation de plein de choses. Et donc en fait, c'était des signes que la vie m'envoyait. Ouais. Et, et puis j'attendais, puis voilà, ça en rajoutait une couche. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait une sorte de mal-être Ouais. à l'intérieur. Pourtant, il n'y avait pas de raison. Et c'est là que j'ai commencé à en parler, à libérer ma parole, parce que ça faisait un trop-plein. Je me dis, mais j'ai besoin d'évacuer là, voilà, de le dire. Donc j'en ai parlé à un ami, en fait, il y a D'accord. 6 ans exactement. C'est là que mon parcours de reconstruction a commencé, le jour où j'ai libéré ma parole après mes 20 ans de silence. Waouh. Ouais. Et donc, si on revient quelques instants sur cet événement tragique, alors après, il t'est revenu d'autres événements dans ta vie, mais cet Mm. événement tournant où tu avais 15 ans, alors encore une fois, c'est pas pour faire du drama dans l'interview, mais je sais que Bien sûr. c'est aussi toujours inspirant finalement de se connecter aux histoires des personnes. Moi, je trouve que c'est toujours un peu passionnant. Et puis, tu en parles surtout dans ton livre. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, ouais, à 15 ans? Alors moi, c'était lors d'une nuit en fait où moi j'ai vécu un cambriolage donc de nuit avec effraction, violence à domicile. Donc j'étais à l'époque avec mes parents dans l'appartement familial et mon jeune frère. Et lors de ce cambriolage où il y avait quand même de la violence, il y avait de la séquestration, des actes de torture, on va dire, on était ligotés, bâillonnés. Et donc déjà le cambriolage, je précise, c'est quand même un viol de l'intimité, Ouais, voilà. ouais, Et moi j'étais ravie en pleine nuit, dans mon sommeil ainsi que tous les membres de ma famille. Et c'est dans ce cambriolage-là qu'il y a eu un second trauma, en fait. Il y a un deuxième trauma qui est le viol de mon intégrité physique. Donc j'ai subi un viol lors de ce cambriolage. Donc je pense que le cambriolage était sans doute un acte prémédité, parce que mes parents à l'époque étaient commerçants, bon, bref, peu d'accord. importe. Mais je suppose, hein, voilà, je ne suis pas à la place des criminels, mais que le second crime n'était peut-être pas prémédité. Et donc il y a un double crime. Et c'est vrai que cette nuit-là, voilà, donc c'était des hommes qui étaient armés, cagoulés, ils avaient des couteaux, donc on était menacés de mort. Et moi, j'ai pas de souvenir non plus visuel parce qu'on était, voilà, on nous avait mis du scotch autour des yeux, on avait les poignets ligotés, les jambes, etc., pour qu'on puisse pas s'enfuir, qu'on puisse pas crier non plus. Donc moi, j'ai des souvenirs, on va dire, auditifs ou kinesthésiques. Et pourquoi moi je me suis tue aussi pendant 20 ans, c'est parce que moi, j'estime que ce que je pensais à ce moment-là, hein, lors de cette nuit-là, c'est que j'allais mourir en fait. Ma peur la plus profonde, voilà. Alors bien Ouais. sûr que le viol, c'est terrible, mais cette nuit-là, malgré ce drame, moi j'étais persuadée que j'allais mourir après, qu'ils allaient tous nous tuer avec leurs couteaux et que c'était ma dernière nuit sur Terre. Donc finalement, comme on s'en est tous sortis, hein, tu vois, on était tous sains et saufs. Bon, ma mère était un peu blessée, mais on était tous en un morceau, on va dire, et on a été juste, entre guillemets, traumatisés. Donc je me dis, mais finalement, on a cette chance-là d'être en vie, parce que sachant que notre peur la plus profonde, pas que la mienne, hein, mais celle de mes parents aussi, de mon frère, on avait tous peur de mourir cette nuit-là. Je me suis dit, mais j'ai pas le droit de me plaindre, parce que de quoi je me plains? Je suis en vie, c'est tout ce que je voulais. Moi, je priais pour rester en vie. Et mon vœu a été exaucé, donc je me suis dit, mais c'est un miracle qu'on soit tous sains et saufs. Et donc, je ne me sens pas légitime de me plaindre, parce qu'au contraire, je devrais remercier le ciel d'être en vie aujourd'hui. Et après, donc j'ai choisi de ne pas en parler, parce que déjà que mes parents étaient aussi traumatisés par cette nuit-là, où ils étaient aussi séquestrés. Je me suis dit, j'ai pas envie de leur ajouter une peine Ouais, en ouais. leur disant ce qui est arrivé.
Parce qu'on a vécu la même nuit, sauf que moi, j'avais un trauma en plus que eux n'avaient pas vécu. Eux, ils avaient d'autres traumas avec la séquestration, des bien violences sûr. Ouais. psychologiques, etc., des menaces. Et je me dis déjà qu'ils étaient un peu... on était tous en état de choc, voilà. On était vraiment tous en état de choc. Je voulais pas leur rajouter cette peine en plus. Donc c'est vrai que c'est une façon aussi de les protéger. Dans mon cas, je me suis dit, n'en parlant pas, je vais protéger mes parents. Et puis aussi, je ne voulais pas en parler parce que moi-même, je me sentais vraiment souillée. Voilà, je me sentais souillée, je me Ouais. sentais inférieure, dévalorisée, bonne au revenu, hein, tout ce que tu veux. Mm. Je me sentais sans aucune valeur en fait. Et je me dis, mais si j'avoue ça, je vais montrer ce que j'appelais à l'époque mon imperfection, ma Ouais. faille. Bon, je vais plutôt dire aujourd'hui vulnérabilité. Si je montre cette vulnérabilité que je voyais comme une faiblesse ou une imperfection, j'ai peur qu'on ne m'accepte pas avec ça et que ça me définisse, tu vois. Ouais. Marqué sur mon front, fille sans valeur, en gros, c'était un peu Ouais. ça. Et ça touchait moi vraiment à l'image que j'avais de moi-même, que je n'avais plus, j'avais plus de valeur à mes yeux en tout cas. Donc je voulais pas montrer ça de moi. Et le fait de le garder pour moi, c'était comme si je pouvais contrôler mon image Bien aussi. sûr. Donc je Ouais. portais un masque que j'appelle dans mon livre le masque de Mademoiselle Parfaite, qui est une Ouais. Madame Parfaite. Je montrais un masque de perfection Mm. où je pouvais choisir ce que je montre. Donc j'ai préféré montrer ma force, mon courage, tout va bien, voilà, j'ai pas de problème, je suis parfaite, regardez, j'ai pas de cicatrices, j'ai pas de blessures à montrer. Oui. Et Oui. donc j'étais forcément dans le contrôle permanent. Voilà, je contrôlais mon image. Et pour moi, c'était une façon de pouvoir en fait avoir un contrôle sur ce passé. Donc c'est erroné, mais c'était ma façon de penser à 15 ans et que j'ai Bien sûr. continué voilà, pendant cette vingtaine d'années à bien fermer, tu vois, à double tour dans un coffre, Ouais. voilà, fermé à clé. Parce que je me suis dit, si je ne montre pas ma vulnérabilité, ça ne se voit pas. J'avais la chance de ne pas avoir de cicatrices visibles dans mon cas. Tu vois, j'étais en un morceau, je n'ai pas été blessée. Qui peut deviner ce que j'ai vécu si je ne Mhm. montre pas? Et donc, c'est vrai que c'était une façon pour moi d'avoir le contrôle sur mon histoire, sur ma vie. Et comme ça, je me montre telle que moi je voulais me voir, c'est-à-dire euh, bah, parfaite, quoi, on va dire. Mm. Et, tandis que je me sentais tellement vulnérable, tellement blessée en fait. Alors moi, je voulais surtout pas montrer cette blessure, par peur sans doute du rejet, par peur de l'abandon, par peur Ouais. du jugement des autres et aussi par peur de moi-même aussi en fait. Je ne me connaissais pas suffisamment, je ne connaissais pas mes ressources, etc. Oui. Tu as fait l'expérience de la honte. Oui, de la Mm. honte aussi. Oh oui, en fait, je portais moi le poids de la culpabilité parce que je pensais Ouais. que c'était ma faute ou mauvais karma. Bien Et en sûr. plus, il y avait la honte, donc du coup, c'est vrai que ça touchait la perception de ma valeur. C'est-à-dire, je me sentais vraiment inférieure aux autres. Ouais. Mm. C'était voilà, donc j'avais ça honte et culpabilité. Ouais. Donc j'avais voilà le duo gagnant. Et je sais pas si c'était plus dur la honte ou la culpabilité. Je pense que c'était vraiment un mix des deux. Oui. Mais la culpabilité, on va dire que moi, c'était intérieur à moi. La honte, c'est parce que je me comparais en fait aussi aux Ouais. autres. Et s'il y a une forme de, voilà, de sentir inférieur ou dévalorisé par rapport aux autres. Donc Mm. j'avais les deux dans mon cas. Oui, oui, oui. Oui, au risque de ne pas être parfait et complètement clair, mais je Mm. pense que la honte de mon expérience, c'est quelque chose de tellement profond. Et je vais paraphraser Boris Cyrulnik qui dit que la honte, c'est un lieu de vie. Et en fait, c'est souvent au cœur du système des personnes qui ont été voilà, abusées, violées. Et ça, elle se montre jamais, mais elle gère tout, en fait. Et c'est dans son chemin thérapeutique, quand on va rencontrer la honte, c'est souvent extrêmement libérateur. Parce Ouais. que, ouais, c'est quelque chose qui est, de mon expérience, c'est l'une des émotions les plus, les plus souffrantes à sentir. Mm. Et je crois que c'est presque même celle qui précède la mort. C'est-à-dire que c'est vraiment l'émotion qui, je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais qui va précéder, au-delà de la honte. Voilà. Ah ouais, non, c'est pas possible. C'est vrai que la honte, c'est quand même quelque chose de lourd à porter Ouais, parce que ça touche à l'image de ouais, soi. Et j'avais une estime de moi très faible ouais, ouais. à l'époque. Et c'est vrai que moi, j'estimais que c'était honteux ce que j'avais vécu, tu vois. Et tandis Oui, que cette honte, elle m'appartient pas. C'est pas moi qui oui, suis honteuse. C'est le criminel. C'est à lui que revient la honte. C'est ouais, lui ce qu'il a. Ses actes sont honteux. Mais moi, je me suis, voilà, j'ai tout retourné vers moi. C'est ouais, moi, je suis honteuse. Ou moi, je me sens coupable. ouais. Tandis que c'est pas moi qui devrais être coupable. C'est lui qui est Bah coupable oui, de ses actes. ouais, Mais je ressentais une part de responsabilité, de culpabilité. Donc ça, c'était quand même long pour s'en défaire. ah Mais oui, ce chemin est possible. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que oui, le jour où j'ai pu déposer cette honte, cette culpabilité,
et rendre à qui de droit la part de responsabilité. Mais c'était tellement libérateur et dans mon cas, ça commençait d'abord par la libération de la parole en fait. Oui, ouais, ouais, C'était ça le point de départ en tout cas de mon ouais. parcours de reconstruction. Et donc, avant d'aborder justement toutes les ressources quelles étaient pour toi les conséquences du viol dans la vie de tous les jours? Alors, on le sait, hein, le silence, tout ça. Mais est-ce que tu pouvais, tu fais du lien aujourd'hui avec ton recul, et le viol a eu des conséquences, j'imagine, dans ta vie de couple, dans ton rapport aux autres. Qu'est-ce que tu peux en Oui, dire de alors ça? moi, alors j'avais quand même j'étais en état d'hypervigilance en fait dans mon cas, et Ouais, moi c'était surtout d'hypervigilance nocturne aussi, parce que comme ouais, moi mm, j'étais réveillée en pleine nuit dans mon sommeil, et donc en fait, quand je dormais la nuit, je me sentais pas en sécurité. Donc ça, j'ai mis du temps à faire des liens aussi. Donc je dormais, mm, si tu veux, que d'une oreille, et ouais, j'avais une ouïe nocturne extrêmement développée. Donc le moindre bruit, le moindre son, ça me réveillait en sursaut. Et c'est comme si mon inconscient me disait attention, si tu dors trop profondément, ouais, tu risques de mourir en fait. En gros, je faisais des liens comme ça. Donc après, j'avais aussi voilà, alors des flashbacks, j'en ai eu, mais pas tant que ça. Moi, c'est des cauchemars en fait, ouais, nocturnes. Donc, c'est vraiment lié à la nuit, moi, parce que ça s'est bien, passé bien en pleine sûr. nuit. Ouais, Et moi, les cauchemars que j'ai eus, ça n'a jamais été des scènes de viol, ça a toujours été lié à la mort. Donc des courses-poursuites, on essaye de voilà, me poursuivre pour essayer de me tuer. Donc c'est toujours lié à ma mort, et parce que à ce moment-là, c'était ma peur la ouais, plus profonde, celle de ouais, mourir. Après, voilà, moi j'étais aussi, le fait de porter un masque, j'avais une sorte de carapace aussi, tu vois, où je laissais pas forcément les gens m'approcher, où ouais, j'étais, alors surtout quand c'était des hommes, on va dire, j'étais assez froide, on m'a toujours dit que j'étais très froide, et je me braquais très vite, tu vois. Si un homme me parle, ou j'ai l'impression qu'on me voulait du mal, donc je me fermais, je mettais ma carapace pour me protéger, et puis je répondais parfois de façon, comment dire, j'avais de la répartie, quoi. Tu vois, c'était un ouais, moyen de me défendre. C'est que je laissais pas les gens rentrer. Voilà, j'avais mis des barrières et je voulais pas qu'on franchisse mes limites. Donc, j'avais construit ça, on va dire cette barricade, cette ouais, ouais, carapace. Et mon rapport aux hommes, c'était vraiment, ouais, plus, bah, j'étais quand même méfiante, je me protégeais. J'avais pas des comportements, à la chance que j'avais, je veux dire, j'ai pas eu des comportements de type addictif ou dépendance, etc. Parce que ça peut être fréquemment le cas. Dans mon ouais, cas, on va dire, ce qui m'a aidé, je pense, c'est d'avoir de la stabilité, on va dire, familiale, ouais, qui, du coup, j'ai pas sombré dans des comportements, voilà, tout ce qui est type drogue, alcool, ouais, dépendance, voilà, au jeu, au sexe, ou ce que tu veux. J'avais pas ça parce que la stabilité que j'avais dans ma famille, c'était un socle quand même pour moi important. Et moi, c'était vraiment des pensées, voilà, des ruminations, des pensées de dévalorisation et de culpabilisation. Parce que moi, j'ai cherché pendant longtemps la raison de pourquoi ça m'est arrivé. Donc, je pense comme pas mal de personnes qui passent par là, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà, ouais, c'était jamais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, mais c'est moi. oui, Moi, c'était voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Est-ce que c'est mon ouais, karma? Et est-ce que c'est parce que voilà, je m'en suis voulu aussi parce que je me suis dit, bah, à l'époque, je dormais en petite culotte, en t-shirt. Je me dis, bah, c'est ma faute parce que j'ai dormi dans cette tenue. Si j'avais mis un pyjama pilou horrible, peut-être que ce serait pas arrivé parce que c'est ma tenue qui a provoqué. Donc c'est vrai que c'est moi-même mon comportement, la façon dont je m'habillais, etc. Je me mettais beaucoup en question moi parce que je pensais que ouais, c'était moi qui avais attiré ça. Bien sûr que c'est faux, mais à l'époque, je cherchais des réponses, et comme je n'étais pas accompagnée non plus à l'époque, comme j'ai gardé silence, je n'avais pas d'accompagnement voilà, psy ou thérapeutique, hmm, je suis restée très très longtemps avec ces bah bien questionnements-là. sûr, ouais, Donc après, moi, je suis allée pour pouvoir passer au-delà de toutes ces ruminations, bah, j'étais hyper active en fait. Donc du coup, je me suis beaucoup occupée dans les tâches au travail, tout, chercher des choses pour m'occuper, donc bien sûr, pour ne pas penser en fait. Et la nuit, pour dormir, je devais vraiment être épuisée, donc soit physiquement, soit bah, il fallait que je m'épuise, soit mentalement, soit physiquement, pour trouver le sommeil. ouais, Donc c'était ça, on va dire, les répercussions ouais, sur ma vie. Ouais. hmm, ok. Donc dans les méthodes, là on va passer maintenant du côté des Ouais. ressources. Dans les méthodes, les outils que tu as rencontrés, qu'est-ce qui a été pour toi le plus impactant? Alors évidemment, je sais que c'est un chemin et que c'est des maillons qui s'accrochent et que c'est un wagon, voilà, un train qui se Mm. construit au fur et à mesure, hein. Mais pour toi, ce qui a été le plus impactant, le marquant aujourd'hui, encore une fois, avec le recul, dans les méthodes, les outils, les formes d'accompagnement que tu as pu rencontrer? Dans les, dans les accompagnements que j'ai faits, voilà, alors d'abord, je veux dire, le plus impactant pour moi, enfin le point de départ,
c'était vraiment de pouvoir verbaliser Ouais, dans mon cas. Alors là, c'était pas un accompagnement thérapeutique, je me suis confiée à un ami. Voilà, ouais, il y a 6 ans, j'ai libéré ma parole parce qu'il s'avère, bah, j'estimais que c'était le bon moment avec la bonne personne. Et puis j'avais comme un trop plein de choses accumulées. Et de mettre des mots dessus et du coup qu'on reconnaisse aussi, tu vois, ce que j'ai subi. ouais, Donc on me dise, ah ben en effet, ce que tu as vécu, mon ami m'a dit ça, ce que tu as vécu, c'est terrible. Voilà. Donc on n'a jamais dit, dans mon cas, on m'a jamais dit, non mais je te crois pas, c'est pas possible. Donc le fait déjà qu'on ne me renvoie pas de doute, ça m'a aidé. J'ai toujours eu cette reconnaissance, en fait. Bon, la chance que j'ai eue, on va dire, dans ce drame-là, c'est que les ouais, circonstances, voilà, où ça s'est passé, ça rentre dans les critères de l'imaginaire collectif d'un viol. Parce que dans mon cas, il y a eu menace, il y a eu violence, ouais, il y a ouais, eu ouais. séquestration, il y a eu surprise, etc. Donc ça peut rentrer dans les codes de l'imaginaire collectif. Donc personne n'a pu me renvoyer, tu vois, des doutes ou dès le départ, on a toujours reconnu mon histoire. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé en premier lieu. Et après la verbalisation, ce qui m'a aidé, clairement, c'est de me faire accompagner. Voilà, moi, j'ai un accompagnement d'1 an, c'était une psychothérapeute, psychanalyste. Voilà, donc j'ai fait 1 an. Alors je ne sais pas si c'est une psychanalyse ou une psychothérapie, je ne peux pas dire le nom exact. Ça m'a beaucoup aidé pour travailler sur la culpabilité. Et ça, Ouais. c'était une étape fondamentale où quand j'ai compris en fait avec elle cet accompagnement que j'étais pas du tout déjà responsable et que je n'étais pas cette culpabilité m'appartenait pas parce que dans mon cas avec le temps, c'est que cette culpabilité elle s'est transférée sur plein de sphères de ma vie. Ouais, Je me sentais ouais, coupable si mon couple n'allait pas, tu vois, j'avais des problèmes de couple. Et aussi au travail, ben, il y a des trucs qui marchaient pas ou un dossier voilà, qui n'était pas bien mené, je me sentais coupable. Ou des relations amicales, je portais le poids de la culpabilité, mais ouais. vraiment dans tous les domaines de ma vie. Oui, oui, oui. Et il y a eu un transfert, si tu veux, Ouais, sur tous les plans de ma vie. Donc quand j'ai pu déposer cette culpabilité, franchement, je me suis libérée, pas qu'au niveau de mon histoire liée au trauma, mais sur toutes les sphères de ma vie aussi. J'ai compris en fait quelle est ma part de responsabilité. Voilà, que je suis responsable de mes pensées, de hmm, mes émotions et de mes actions, mais je ne suis pas responsable de ce que pensent les autres, ce que font les autres ou ce que les gens ressentent. hmm. Ça, c'était une prise de conscience extraordinaire. Ouais, ouais, Euh, ouais. donc ça, c'était une grande étape et ça m'a été permis par l'accompagnement, voilà, parce que j'ai trouvé une personne de confiance aussi pour m'accompagner. Après ça, mon accompagnement s'est vraiment accéléré. Il m'a dit, t'as plus besoin de revenir tous les semaines. Si je suis passée à tous les 15 jours, je suis passée à tous les mois. Et puis à un moment, il m'a dit que c'était plus la peine de venir. Donc je dis, ah bon, je crois que j'aurais pu continuer des années, mais il m'a dit, Agnès, je suis allée au bout avec toi, je peux pas t'accompagner plus loin, on va dire. Donc déjà, je suis reconnaissante de ne pas m'avoir, tu vois, gardé dans une relation de dépendance parce que Ouais, c'est vrai ouais, que ouais, c'est vrai. quand tu es accompagné pendant 1 an avec un thérapeute, enfin, moi j'ai limite, c'était comme presque, bon, je vais pas dire une amie, mais j'avais quelqu'un qui m'écoutait, j'étais Ouais, tellement contente hmm, et m'aurait dit reste 10 ans, je serais peut-être restée 10 ans, hein, tu vois, bien sûr. parce Ouais, que ça me permettait de verbaliser. Il m'a dit non, maintenant tu vas voler tes propres ailes et si tu as besoin, voilà, tu sais que je suis là. Bah, le fait de me rendre en fait mon autonomie, oui, c'était hyper important bien en fait. sûr. Donc ça, Ouais, je lui dis merci de, hmm, voilà, sur le coup, tu sais, je me dis oh, je suis perdue, je sais pas quoi faire, mais non, non, en oui, fait, j'ai les ressources en moi. hmm, Après, ce qui était déterminant dans mon parcours, c'est que moi, après, j'allais beaucoup mieux après cette thérapie et qui a pas travaillé que sur mon trauma. Je précise, c'est pas juste sur les violences sexuelles, mais c'est sur ma vie, voilà, bien sur sûr. la recherche de sens, Ouais, la recherche d'identité. Et puis à un moment, j'ai travaillé sur moi, ben, qu'est-ce que je veux dans ma vie, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que j'accepte pas, etc. Parce que c'est vrai que moi, j'avais du mal à m'affirmer, poser mes limites. C'était vraiment un travail sur moi-même. Et donc après, je me suis dit, ben, finalement, le travail que je faisais, ça ne me convenait pas. J'ai fait un bilan de compétences, donc c'était une autre étape dans ma vie aussi parce que je cherchais voilà, à faire autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et après, ben, je suis tombée voilà, dans le monde du coaching, voilà, où après j'ai décidé de me former moi-même. Et au départ, je me suis formée pas pour devenir coach, mais c'était la continuité de on va dire, mon hmm, travail de développement personnel. C'était un but de croissance personnelle pour oui, apprendre plus sur moi, des outils. Ça m'a tellement transformé l'année d'école de coaching que après c'est là que j'ai commencé à envisager, voilà, suite à ma certification, d'en faire mon métier. Mais j'avais besoin de trouver en fait bah, des ressources en moi, d'aller vers mon hmm, potentiel. Et ça m'a énormément aidé en fait de travailler sur moi et de voir que j'avais toutes les ressources nécessaires, que je pouvais changer ma perception des choses aussi. Donc c'est vrai que le coaching dans ma vie, ça a été ouais, euh, la continuité de mon parcours thérapeutique, on va dire. Je ouais, pense que ça devait être dans ce sens-là. Et c'est vrai que dans mon cas, tout ce qui est développement personnel, ça m'a beaucoup aidé. Donc, pas que via les formations, mais j'ai des livres aussi que j'ai lus. Voilà. Quand moi j'ai libéré ma parole, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel et ça m'a hmm, permis de trouver des réponses et surtout de changer mon regard en fait sur des choses. Je voyais que j'avais comme des œillères, tu vois, et ça m'a ouvert la perception.
Et en fait, j'ai mis en application aussi les principes que voilà, j'ai appris ça a changé beaucoup de choses dans mon parcours, de me mettre en action. Moi, c'est vraiment lié à ça. Je mets en action Oui. pour Mm. plus rester dans tu vois, une posture de victime où Ouais. quand on est victime, on se sent impuissant, on subit. Et je me dis, mais en fait, je veux plus de ça, je veux plus subir ma vie. Je choisis d'agir et le fait de mettre en mouvement et en action, ça a été vraiment une étape, on va dire, fondamentale et je continue toujours à Mm, avancer mm, et mm. à me mettre en mouvement. Parce que pour moi, le mouvement, ça veut dire, il y a aussi la vie dans le mouvement. Tu vois, le rester statique et stagné, j'ai l'impression que c'était comme un début de mort et moi, j'avais Mm. besoin de retrouver la vie en moi, en fait, tu vois, de faire rejaillir cette vie en moi. Mm. Et, euh, et donc, voilà, pour résumer rapidement, sinon je pourrais Mais c'est parler très longtemps. essentiel ce que tu dis parce que face au figement du trauma et du viol, bah, physiologiquement, on peut rester figé toute sa vie. Parce que voilà, et je crois que le mouvement, tu dis, et tu précèdes un peu même une question que je voulais te poser, c'est que pour moi, c'est the thème, quoi. C'est vraiment Mm. quand on va travailler sur le mouvement. Mais parce que j'entends aussi avant, il y a eu toute une démarche de compréhension de ce que tu vis et de dégagement aussi de la Ouais. culpabilité. Donc je crois qu'il y a des étapes qui sont importantes. Il y a une étape d'abord de libération et de Ouais, nettoyage. ouais, Et ouais, après, après avoir libéré, tu vois, le poids de la culpabilité, de la honte, ouais. nettoyer des émotions, et j'avais aussi de la colère, j'avais même des désirs de vengeance à un moment, Bah j'ai oui, plein bien sûr, ouais. d'émotions un peu délétères. Et tu sais, quand tu fais ce travail de nettoyage, la libération de charges émotionnelles, ça fait de la place en fait. Pour autre chose, ça a ouvert de la place en moi et cette place, et ben du coup, c'est cette place-là en fait, on va dire cette ouverture du cœur si on veut, qui m'a permis de mettre de l'énergie, tu vois, au lieu de mettre de l'énergie dans la colère, la culpabilité, Oui. désir de vengeance ou quoi que ce soit, cette énergie, j'ai mis à profit pour ma reconstruction, donc revenir à moi en fait. Et au lieu de la disperser dans tous les sens, je me dis, mais en fait, non, qu'est-ce que moi je veux vraiment dans ma vie? C'est une question que je me suis posée, c'est essentiel, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je souhaite continuer à vivre les 40 prochaines années comme ça, où j'ai l'impression d'être dans une sorte de routine, tu vois? Ouais. Métro, boulot, dodo, c'était pareil. Et c'est pour ça que je dis qu'il y avait une perte de sens en fait chez moi. Et cette perte de sens est liée aussi à une quête d'identité parce que je me cherchais moi et je me demandais aussi, mais voilà, cette épreuve, ok, mais qu'est-ce que ça peut dire en fait? Est-ce ça a un sens? Et j'avais envie d'en faire quelque chose surtout. Je dis, comme je ne peux pas changer ce passé, même avec la meilleure volonté du monde, Mm. je ne peux pas changer ce qui est arrivé. Par contre, aujourd'hui, je peux changer ma perception des choses et je peux en fait reprendre le pouvoir sur ma vie, retrouver ma puissance personnelle. Et de cette épreuve, j'ai envie d'appliquer de l'or sur mes blessures. J'ai pas envie de montrer tout le temps, voilà, regardez, je suis une victime et c'est terrible et tout. Et je voulais surtout pas de la pitié des gens. Je me dis non, en fait, moi, ce que je vais en faire quelque chose de valeur, moi, Mm. qui a la valeur, parce que je suis quelqu'un qui a de la valeur aussi. Mm. Voilà, parce que j'ai suffisamment travaillé sur moi. Et c'est pas une épreuve que j'ai vécue, quelle qu'elle soit, qui va me définir en fait. C'est pas parce que j'ai vécu un trauma que ça va conditionner le reste de ma vie. Ça, je refuse. Sinon, c'est comme si je faisais le cadeau du reste de ma vie à cet homme-là qui m'a blessée. Et c'est hors de question que je lui offre les autres années de ma vie. Je me suis déjà torturée assez l'esprit. Et aujourd'hui, je mérite la paix intérieure, en fait. Tu Mm. vois. Donc, c'est vrai que j'ai fait un chemin bah, vers plus d'apaisement, plus de sérénité, paix intérieure, peu importe comment on l'appelle. Mais quand j'ai retrouvé cette paix en moi, c'est comme si j'avais pu faire la paix avec mon passé, Mm. la paix avec mon histoire, la paix avec moi-même en fait. Et je me suis dit, waouh, ok, peut-être que cette épreuve, elle m'apprend ça déjà, à comment retrouver la paix en moi. Et que j'ai mis des années en fait à trouver. Et donc ça, je vais dire que dans cette épreuve, il y avait ce cadeau-là en fait. L'épreuve n'est pas un cadeau, je précise, mais il y avait, on va dire, des apprentissages que Oui. j'appelle des cadeaux de l'épreuve. Et je me dis, s'il me fallait 20 ans de silence et travailler sur moi pour apprendre finalement que Mm. je peux faire des choix aujourd'hui dans ma vie et que voilà, je peux me libérer de tout ce qui n'est plus bénéfique pour moi, donc tout ce qui est colère, culpabilité, honte, désir de vengeance, etc. Et de revenir à moi et de me dire, non, moi je choisis en fait de me guérir, je choisis la paix, je choisis en fait de retrouver l'équilibre et que ça, je suis actrice de ça en fait. C'est pas quelqu'un qui me Ouais. soigne, hein. C'est personne qui me guérit. C'est moi-même, je me guéris de l'intérieur. Je dis, ouais, mais en fait, j'ai un pouvoir extraordinaire sur ma vie et ça, personne ne peut me l'enlever. Aucun homme, voilà, aucun agresseur ne m'enlève ce pouvoir-là que j'ai sur ma vie. C'est pas quelqu'un d'autre qui tient la télécommande de ma vie. Mm. C'est moi qui Mm. choisis en fait. Ce que je veux est d'avoir le choix. Je me suis dit, mais voilà, je Mm. peux créer la vie que je veux, comme je peux créer aussi voilà, ma souffrance. J'ai pris conscience de ça. C'est moi-même qui me crée aussi une souffrance intérieure et je me suis libérée petit à petit de ça. Ouais. Ouais.
l'engagement va être déterminant dans le chemin, justement, pour accéder Mm. vraiment à la résilience, parce qu'on peut avoir à un moment des petits déclics, mais ce que j'ai observé, moi, dans mon propre parcours et celui des gens que j'accompagne, c'est pour ça que j'appelle ça des griffes ou de la glu, parce que ce Mm. passé, il est tellement puissant et puis c'est tellement inscrit dans le corps que souvent ça ramène. C'est comme un élastique et Ça ça, nous on fait ramène marche en arrière. arrière, en Ouais, fait, ouais, bien ouais. sûr. Donc cultiver, je crois, l'engagement et les nouvelles habitudes. Tu en parles dans ton livre. Évidemment, il y a tellement de choses. On pourrait rester Ouais. 5 heures en En fait, interview à c'est de parler de mettre tout en ça. place Ouais, des nouvelles habitudes qui a c'est été ça. transformateur dans ma vie. Ouais. Parce que voilà, si je comprends les principes, tu vois, c'est Mm, comme si je veux apprendre, tu vois, à faire du vélo. mm, Si mm, on mm, mm. m'explique, tu vois, il faut mettre ton pied sur la pédale et puis Ouais. l'autre pied, et puis voilà comment tu tiens l'équilibre, et tu mets ta main sur le guidon et l'autre main et Mm, tu donnes l'impulsion avec le pied. Enfin, je vais comprendre les principes. Même si on me montre une vidéo, tu comprends. Par contre, si t'es jamais, tant que tu montes pas sur le vélo, mm. bah, t'essayes, t'expérimentes par toi-même, tu Ouais, sauras jamais faire du vélo, même si on comprend comment faire. ouais. Donc en fait, c'est pareil, tu vois, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, etc. J'aurais pu en rester là, hein. Ok, je comprends. Voilà, je Ouais. comprends voilà, qu'il faut que je change de perception, je comprends que je dois accepter mon épreuve, ou je dois travailler sur moi. Mais tant que je l'intègre pas dans mon corps, je le Mm, vis pas, je l'expérimente pas, ça reste le savoir n'est pas suffisant pour transformer sa vie. Donc moi, à un moment, il faut que je remette du mouvement dans ma vie parce que ouais. je me sentais un peu, comme tu dis, ben voilà, j'étais un peu en train de stagner, je cherchais des réponses. Donc ça passe d'abord par une compréhension, c'est important. Mon cerveau doit l'intégrer. Quand j'ai compris, j'ai dit ok, mais là, il faut que je l'expérimente, il faut que j'apprenne à faire du vélo, en gros, c'est ça. Bah oui. Je vais apprendre à faire du vélo. Donc au début, peut-être que j'ai des petits trous sur les côtés, hein, tu vois. Ok, c'est pas grave, j'ai mes petits trous sur les côtés, mais donc j'avance comme ça, puis à un moment, ben, voilà, t'enlèves une roue, t'enlèves le trou, et tu remarques que t'es compétent, quoi. Et, en fait, à un moment, c'est un automatisme à force de pratiquer, et ben, tu te poses pas la question, tiens, est-ce que j'ai mis mon pied droit, mon pied gauche sur la Ouais. pédale, est-ce que j'ai... Mm, mm. C'est parce que j'ai assez pratiqué pendant un certain nombre de temps. Donc moi, c'était tous les jours, je m'entraîne et j'ai instauré des rituels dans ma vie, en fait. Voilà, Oui, c'est c'est vraiment ça. au-delà des habitudes, c'est des rituels Ouais. et des choses qui sont, on va dire, bénéfiques pour moi. Donc comme tenir un journal de gratitude, comme je partage dans mon livre, par exemple, comment focaliser mon attention sur des choses, en fait, qui sont bénéfiques pour moi. Au lieu de focaliser mon attention sur ce qui ne va pas, Ouais. bah, je vais me focaliser sur ce qui va bien dans ma vie, bah, sur des sentiments, en fait, que j'estime quand même voilà, plus bénéfiques pour moi que de la colère, du ressentiment, bah, voilà, d'éprouver de la joie, de la gratitude. Ça a été, on va dire, une des choses les plus transformatrices dans ma vie. Ça Mm. m'a changé mon regard et ma perception des choses, en fait. Et là, j'avoue, ça a mis du temps, hein. C'est parce que j'ai fait de façon répétée pendant des semaines, des mois, des années. Maintenant, ça fait des années que je tiens mon journal de gratitude, mais ça a eu tellement de changements dans ma vie, on va dire, transformation, que je reviendrai jamais en arrière. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est le fait de se mettre en mouvement et de persévérer, en fait. Il y a un chemin d'engagement personnel. Je me suis engagée moi-même aussi personnellement. Et il y a une constance, en fait, tu vois. Il y a une constance. Ouais. Aujourd'hui, Anya, donc tu as publié un livre. Qu'est-ce qui t'anime d'autre dans ton accompagnement? Tu aussi, as créé une asso, tu écris un blog, tu Ouais. accompagnes aussi des gens. Est-ce que J'ai un tu peu peux nous touché à tout. partager un peu ouais, ce qui t'anime aujourd'hui? Oui. Bah, en fait, déjà, on va dire, d'abord, moi, mon chemin, ça a commencé par un blog, on va dire. Voilà. Ouais. D'abord, avant le livre, c'était un blog, hein, qui s'appelle Les Résilientes, où je partageais mon parcours Mm. personnel. Et puis, à un moment, ben, j'avais envie de trouver des personnes qui avaient vécu voilà, des épreuves similaires pour savoir, voilà, parce que je me sentais quand même seule, tu vois, Ouais. c'est ça. Ouais. Je me sentais seule, même si j'avais un parcours thérapeutique, etc. Mais je n'ai pas rencontré forcément des personnes qui pouvaient me comprendre. Donc, après, c'est là que j'ai fondé mon association qui s'appelle Les Résilientes. Et j'ai ouvert à Paris des groupes de parole pour les femmes qui avaient subi des violences sexuelles, pour trouver d'autres résilientes. Et après, j'ai ouvert aussi des groupes pour les hommes. Donc maintenant, je fais Mm. même des groupes mixtes, hein, parce que j'ai aussi, je mélange hommes et femmes. J'ai même des personnes transgenres aussi qui viennent dans l'assaut. Donc ça, c'était pour moi, on va dire, j'avais pas imaginé, tu vois, Ouais. ça me mènerait aussi loin de commencer par un blog. Et après, voilà. Et moi, quelque chose de fort chez moi. C'est, bah, en fait, j'ai une envie de partager et de transmettre ce que j'ai appris, parce que c'est vrai que bah, moi, je me suis dit, dans mon parcours, j'ai pas trouvé de livre qui parlait de Mm. reconstruction après des violences sexuelles. Il y avait, à l'époque, tu vois, il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Ouais. les réseaux sociaux, on n'avait pas autant d'outils comme aujourd'hui. Donc j'estime quand même qu'aujourd'hui, tu as quand même plus de contenu, voilà, Ouais. c'est peut-être même plus facile d'en parler, on va dire, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment pas grand-chose, hein. Les violences sexuelles, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, avec MeToo,
MeToo, maintenant MeToo inceste, il y a quand même voilà, une libération de la parole, c'est un peu plus facile d'en parler. Et puis moi, ce qui m'anime, c'est que j'avais envie de partager, de transmettre, parce que moi-même, j'ai cherché un moment dans mon parcours, il y a quelques années, des outils. Donc j'ai cherché des livres. Donc j'en ai pas lu sur ces thématiques-là, donc j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, pour dire des centaines. Voilà. J'ai j'ai essayé d'éplucher pas mal de choses et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque en fait. Il manque en fait, on va dire, un guide pour, pour emmener les gens dans un parcours de résilience, de reconstruction et au-delà de témoignages, hein, parce que témoignages, il y en a, mais je me suis dit, mais moi, les témoignages, ça m'aide à comprendre peut-être, je me reconnais dans certains témoignages, donc c'est quand même une première étape, mais je me dis après ça, ben, qu'est-ce que moi je fais de mon épreuve en fait? Est-ce que c'est possible de se reconstruire? Et ça, c'est des questions qu'on me pose tout le temps, tu vois, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon blog. Et je me suis dit, mais on me pose la question depuis 3 ans en groupe de parole, ou des accompagnements que je fais, parce que moi-même, comme toi, je suis thérapeute et je suis coach et je fais de l'accompagnement après des violences sexuelles. Et on me demande tout le temps, bah, voilà, comment je fais dans mon cas. Et je me dis, en fait, il y a vraiment une demande des personnes sur des outils, même des personnes qui ont, voilà, qui ont un parcours thérapeutique, etc. Mais il y a toujours des questionnements, en fait. Comment je fais? Qu'est-ce que c'est vraiment répondre à la question comment? C'est pas pourquoi ça m'est arrivé, c'est pas ça, mais c'est comment je fais aujourd'hui avec ma problématique actuelle. Je sais pas, problème d'estime de soi, comment accueillir ses émotions, libérer sa culpabilité, la honte, etc. Bah, concrètement, c'est quoi les clés? Et là, je me suis dit, bah, quand même, j'ai appris des choses sur mon parcours. Alors, je dis pas que je détiens pas la vérité absolue pour tout le monde, mais je partage mes outils à moi, que j'utilise aussi en accompagnement par rapport à ce que j'ai appris par les groupes de parole que j'anime, mon parcours personnel. Je me dis, bah, je vais transmettre des choses parce que ça, jusqu'à présent, j'ai pas vu un condensé d'informations ciblées résilience. Puis j'ai commencé à le faire déjà avant la publication de mon livre parce que j'ai une chaîne YouTube aussi, ben, tout comme toi, qui s'appelle Agnès Saïl est résiliente, où je partageais du contenu. Et les gens me demandaient toujours, posaient plein de questions. C'est super, je veux savoir plus, ou voilà, j'avais jamais compris ça. Et je me suis dit, ok, bah maintenant, je vais écrire le livre qui n'existe pas. Je vais écrire ce livre qui n'existe pas. Et dans mon cas, l'écriture, ça fait partie de mon chemin de résilience aussi, parce que voilà, moi, c'est une façon aussi de se libérer. Il n'y a pas que la parole pour se libérer. On peut se libérer par l'écrit, par l'art, par la musique, par le chant, par la danse, ou ce qu'on veut. Peu importe le dessin, enfin, il y a plein de moyens de se libérer. Mais l'écriture, pour moi, dans mon parcours à moi, et je pense que ça a accéléré aussi mon accompagnement thérapeutique parce que j'écrivais déjà. Et moi, c'est une façon aussi de remanier son traumatisme. C'est-à-dire que j'écris en quelque sorte l'histoire dont je suis l'héroïne aujourd'hui. Je n'écris pas l'histoire dont je suis la victime. Je choisis les mots et le fait ça permet de mettre de l'ordre en fait. Dans mon chaos intérieur à l'époque, j'ai remis de l'ordre. C'est vraiment, je vais dire, remanier le traumatisme, je vais dire, c'est ça. Donc ça a été extrêmement puissant. Donc c'est vrai que dans mon livre, je donne beaucoup d'exercices aussi d'écriture parce que ça, il y a une façon de se libérer ainsi, de réécrire son histoire, de se réapproprier en fait sa vie, de retrouver sa puissance personnelle. Donc je vais partager des outils qui m'ont aidé dans mon parcours aussi en fait, des outils que j'ai appris aussi. Mais j'avais vraiment besoin dans mon cas de transmettre, de diffuser à plus large échelle. Et je me dis c'est le livre le plus adapté pour communiquer. Voilà. Ainsi, au-delà de mes vidéos aussi. Ouais. Merci Anya, c'était vraiment un plaisir de me relier à ton cheminement et comme je te le disais hors enregistrement au début, ce qui m'a touché et sans te connaître encore vraiment plus personnellement que ça, eh bien j'ai découvert dans ton livre finalement un fil rouge qui nous guidait, je crois, toutes et tous quand on était passé par là. Il y a vraiment, je crois que la vie, elle œuvre et ton livre est une traduction, je crois, une très belle traduction de cette synergie d'outils qui, selon moi, est importante sur le chemin pour justement être vraiment dans la résilience et pas simplement une compréhension de ce qu'on a vécu, mais vraiment aller vers la transformation. Parce que c'est un droit, quand on a vécu quelque chose de traumatisant, et le droit, c'est justement de revenir complètement dans sa vie, sur ses pattes, dans sa verticalité, de reprendre le pouvoir de sa vie. Et c'est ce qui pouvait manquer peut-être aujourd'hui, et je crois que ton livre permet ça. Donc, c'est beau ce que tu dis. Enfin, c'est vraiment ça. Le livre, c'est vraiment un guide vers un voyage de transformation intérieure. Hein. Donc c'est vrai, je dirais un voyage même alchimique où en fait chacune, on a toutes les ressources en soi pour changer sa vie, pour se guérir. Parce que ce pouvoir personne ne l'a en fait. C'est une façon aussi de prendre conscience que ça vient de l'intérieur en fait. Et la résilience, c'est un processus qui est intérieur à soi. C'est pas quelqu'un qui vient nous reconstruire.
fait. Ouais. Mais c'est nous-mêmes qui faisons le choix, en fait, d'avancer. Mm. Et c'est vrai que parfois, le parcours, ben, s'il est difficile à faire seul, on peut se faire accompagner. Mais même si on se fait accompagner, ben, ce chemin, on le fait soi-même, en fait. Donc, on est toujours à l'origine du processus. Et moi, ce qui m'intéresse aussi à travers ce livre, c'est de donner des outils pour que les personnes soient autonomes, qu'elles soient responsables de leur vie, en fait, et qu'elles soient libres d'avancer, en fait, libres de faire leurs propres choix, et de retrouver cette autonomie-là. C'est important, et de ne pas être dépendant de qui que ce soit, en fait. Oui. Ça, c'est très, très important, je trouve. Ouais. Mm. Bon, voilà, bah merci. J'espère que cette entrevue va pouvoir inspirer ou peut-être t'inspirer, toi qui nous regardes. Et bah voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin, Anya, comme j'aime le faire au moment de chaque entrevue? Oui, je veux dire, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, hein, quelle que soit l'épreuve, hein, parce que j'estime qu'on a tous traversé des épreuves, Mm. une ou voire des épreuves dans sa vie, mais que chacun de nous mérite le meilleur dans sa vie, en fait. Que vous méritez tous le meilleur, et de vivre une nouvelle vie qui soit libre et choisie. Et Ouais. que vous avez les ressources nécessaires en vous pour construire cette vie-là, la vie de vos rêves. Mhm. Donc à toi qui nous regarde, tu trouveras autour de l'interview eh bien des liens qui te dirigeront voilà, vers le site d'Anya et voilà, pour aussi commander son magnifique livre. Donc bien voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette entrevue. Merci Anya pour ta disponibilité. Un grand Et merci, puis Thomas, c'était un plaisir. oui. Et au plaisir de te retrouver, toi qui nous regardes, eh bien dans une toute prochaine entrevue, une école pour la relation. À très bientôt.